Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la canicule ces derniers jours, qui a été quand même assez éprouvante pour beaucoup d'entre nous. Apparemment ça risque de se prolonger, donc je ne sais pas si cette canicule est à l'image de ce qui bouillonne en nous, mais c'est vrai que ces événements climatiques peuvent nous interroger sur comment habiter cette planète de manière plus heureuse, plus respectueuse, comment être solidaire dans ce contexte de tempête et de crise à répétition. Alors c'est pas exactement la thématique du jour, mais on va se poser beaucoup de questions ensemble, car lorsqu'on est en quête de sens, comme c'est le cas pour nous tous ici aujourd'hui j'imagine, beaucoup d'interrogations peuvent survenir et on a deux belles actualités, deux belles raisons de se tourner vers la question du sens aujourd'hui. La sortie du nouveau magazine Inexploré, consacré à 7 mystères originels. On l'a intitulé Ces énigmes que seul votre réveil dissipera. Et c'est vrai que l'été, c'est toujours un beau moment, une chouette occasion de se questionner de manière sympathique et ludique sur notre juste place dans le monde. Et vous allez voir que tous les articles de ce numéro nous invitent à réfléchir sur la question des origines, sur l'éveil, sur la nature, sur le sens de la vie, sur le rôle que peuvent avoir les dimensions invisibles auprès de nous. Et puis il y a une deuxième raison de ce direct, c'est qu'on fête également la sortie du documentaire Vie ta vie, bordel sur Inexploré TV, un film réalisé par Bastien Laure, qui sera avec nous dans quelques instants. On sera également en compagnie d'Aurore Widmer et de Reza Moghadassi. Alors pour commencer ce direct et avant de lancer un premier extrait du documentaire et de questionner Bastien sur le sujet, j'aimerais d'abord poser une question à Reza, puis une autre à Aurore. Euh, Reza, pourquoi la question du sens réapparaît-elle avec autant d'intensité, avec autant d'importance dans notre société aujourd'hui? Quel est ton avis sur le sujet? Bien, je dirais qu'il y a quelque chose qui est d'abord structurel fondamentalement, c'est que les êtres humains, lorsqu'ils ne réfléchissent pas beaucoup, ont tendance spontanément à cette question du sens, à y répondre par le désir de confort ou de plaisir, de pouvoir ou de gloire. Et ça, depuis l'Antiquité, les philosophes nous avaient mis en garde contre cette forme d'impasse existentielle. Non pas que le plaisir ou le confort soient critiquables, ils sont même très agréables, mais ils ne suffisent pas à donner un sens à notre existence. Notre âme appelle à plus vaste, à plus grand, appelle à se mettre au service de quelque chose qui est plus grand que notre cher petit moi. Ça, je dirais que c'est plus structurel. Mais par rapport à ta question, qu'est-ce qui caractérise davantage notre époque? Je dirais que nous sommes une civilisation qui a été énormément imbibée depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle par une perspective matérialiste qui a produit une sorte de désenchantement du monde. Et c'est vrai que dans un monde dans lequel tout n'est plus que chose et non plus présence, tout n'est plus que ressources à exploiter ou déchets, tout n'est plus que marchandises, alors à ce moment-là, en effet, tout devient absurde et cette quête de sens se manifeste. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est une sorte de fièvre qui s'est emparée peut-être dans la modernité plus qu'à d'autres époques, c'est une fièvre de la volonté de puissance. C'est-à-dire que on était tellement obsédé par gagner en pouvoir sur la nature, par la science, par la technique, parfois par le développement personnel, que cette volonté de pouvoir a fait que lorsqu'on a parlé de progrès, du désir, la liberté, c'était jamais indexé à une finalité. Même la science est devenue une multiplication indéfinie des moyens sans la considération d'une fin. Et donc il y a quelque chose qui, du point de vue de la finalité et du sens, est complètement absent. Et ce qui est un cercle vicieux, c'est que précisément la question du sens n'émerge que lorsque petit à petit on abandonne cette volonté de puissance et qu'on commence à se mettre à l'écoute de quelque chose qui veut surgir. Et il y a un malentendu, je crois qu'il faut absolument lever par rapport à cette question de sens, de quête de sens, et que je dirais notre civilisation technicienne a du mal à sentir, c'est que le sens, c'est pas une idée. Le sens, c'est pas un challenge. Le sens, c'est pas un objectif à réaliser. Le sens, c'est d'abord une expérience de celui qui se met à l'écoute de la vie en lui. Et oui, c'est l'expérience d'une nécessité intérieure, où on sent que nos actes à ce moment-là sont alignés avec la situation et avec nos valeurs. Et beaucoup de gens, je dirais aujourd'hui, sont épuisés, fatigués, pas simplement parce qu'ils manquent de vacances, pas simplement parce qu'ils ont un manque de sommeil, mais parce que leur vie n'est plus reliée à eux-mêmes. Et voilà, donc il y a quelque chose qui demande à être écouté, entendu, et qui n'est pas du tout la réalisation d'un destin à réaliser.
Mm. Tu es l'auteur d'ailleurs d'un livre qui s'appelle Boussole spirituelle pour les âmes en quête de sens, un magnifique ouvrage qui nous accompagne justement sur ces questions et sur notre chemin d'éveil. Ça ressemble à quoi selon toi une boussole spirituelle? Eh bien, faut pas s'imaginer la boussole comme cet objet extérieur que pour nous orienter, mais je le prends plus à un niveau symbolique. Je dirais qu'il y a plusieurs couches. Un premier niveau, la boussole, c'est d'abord d'être au clair par rapport à ses désirs, à ses valeurs, et d'essayer de coordonner ses actes, ses paroles à, à la fois à ce que nous sommes et à ce que nous croyons. Mais ça, je dirais que c'est la première couche parce que euh, la boussole intérieure ou cette boussole spirituelle, nous la rencontrons que lorsque nous quittons simplement le raisonnement rationnel, nous quittons simplement lorsque ce moment où nous sommes seulement à la surface de nous-mêmes, où c'est dans cette surface où nous savons ce que nous désirons, mais nous ne savons pas forcément ce que nous désirons vraiment. Et pour cela, il va falloir apprivoiser le silence, apprivoiser la solitude, apprivoiser parfois l'immobilité, non pas comme des fins en soi, mais comme des moyens pour pouvoir jeter l'encre en soi et à ce moment-là réentendre la vie et l'âme nous parler de manière plus profonde, je dirais, que notre moi immédiat. Une question pour Aurore, dans la continuité de ce que dit Reza, c'est vrai que quand on se pose des questions sur le sens de la vie, c'est souvent aussi parce qu'on a envie de vivre de manière alignée, avec nos rêves par exemple, mais est-ce qu'on peut réellement devenir libre de notre trajectoire de vie, ou est-ce qu'on est largement déterminé par nos conditionnements, quels qu'ils soient? Qu'en pense la thérapeute que Je pense qu'à un endroit, on peut accéder à une forme de liberté, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de conditionnements et beaucoup de couches qui font qu'on a une tendance à souvent vouloir soit s'éloigner de nos conditionnements, donc aller à l'encontre de ce qu'ont fait nos parents, ne pas vouloir leur ressembler, ne pas vouloir faire la même chose, ou alors inconsciemment aussi on répète les mêmes schémas, et donc au final de vouloir être contre ou pour, on n'est pas libre. Donc je crois que tout le travail, c'est d'avoir la conscience déjà de notre héritage, et c'est ce qui se passe avec pas mal d'approches aujourd'hui, notamment tu as nommé la psychogénéalogie transgénérationnelle. Et moi j'ai une approche qui est très incarnée à travers la constellation, de pouvoir se rendre compte en fait déjà, d'avoir la conscience de ah oui, mais en fait j'ai hérité de ça et je le savais même pas. Déjà le travail de conscience, c'est la première étape, et une fois qu'on sait qu'on a hérité de loyauté, de ah mais en fait je fais la même chose que ma mère, ah mais en fait il y a ça qui se répète dans mon arbre. Je crois que c'est à cet endroit-là qu'on a le choix. En fait, tant qu'on n'a pas la conscience, on n'a pas le choix. Et donc ensuite, c'est un engagement de tous les jours et qui est pas toujours évident, de se dire ok, je vois que si j'ai vraiment envie d'être libre, si j'ai vraiment envie d'écouter ma pleine authenticité, ce qui pulse à l'intérieur de moi, eh ben, il faut que j'apprenne à poser des actes qui sont en cohérence avec ça, sans être juste dans la rébellion ou alors vouloir absolument rester sur un chemin tout tracé, quoi. Tu veux nous redire justement un petit mot sur les constellations familiales et en quoi ça peut nous mettre en lumière justement des héritages comme ça dont on serait pas du tout conscient et qui pourraient influencer nos vies? Mm. Voilà, les constellations, elles sont arrivées dans ma vie il y a quelques années et ça a vraiment bouleversé ma manière de voir les choses, parce que je trouve que c'est une approche qui est à la fois un peu magique et en même temps très incarnée. En tout cas, ma manière de l'avoir vécu et de le transmettre, ça se passe beaucoup par le corps, par les ressentis. Et pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est un peu comme un théâtre vivant, ça se passe en groupe. Quelqu'un vient avec une problématique, la personne qui est constellée, et voilà, on va choisir des personnes qui vont représenter les parents, l'argent, je dis l'argent parce que c'est un sujet qui revient beaucoup, l'enfant intérieur, voilà, toutes ces parts-là. Et en fait, alors j'ai envie de dire par magie, mais c'est pas de la magie, c'est pour ceux qui L'argent nous regardent, je pense que vous avez peut la venir conscience. s'exprimer quelque part à travers les uns et les autres. Voilà, c'est ça, il y a comme quelque chose qui nous unit tous ensemble. On peut parler voilà, de l'énergie universelle, on peut parler des annales akashiques, tout ce que vous voulez. Et en fait, il y a cette croyance qui met en mouvement
le fait que des gens qui ne vous connaissent pas du tout vont se mettre à parler comme vos parents, à donner des informations dans le système. Et du coup, c'est vraiment une magnifique pratique parce que ça nous permet à la fois de conscientiser ce qui se passe, de voir en fait où sont les nœuds, où est-ce que ça circule pas, et en même temps d'avoir une capacité d'action et de libération sur justement ce qui coince. Donc c'est beau parce qu'il y a à la fois, comme on disait juste avant, cette idée de prendre conscience et en même temps de pouvoir faire des choix et de redevenir créateur pour la suite. On va découvrir les 5 premières minutes de Vie ta vie bordel et on se retrouve dans un instant. Et on a quelques questions pour toi, Bastien. Avec plaisir. Vis ta vie, bordel. Vis ta vie, bordel. Vis ta vie, bordel. Vis ta vie, bordel. Vis ta vie, bordel, quoi. C'est comme si j'accordais trop d'importance au regard des gens qui ne me regardent même peut-être pas. Quand moi je me mets en chemin, j'arrive plus à libérer ça. D'accord. Du coup, j'ai commencé par établir ce trip à la recherche des vagues. Et j'ai choisi un spot à la presqu'île de Crozon et un spot Imsouane au Maroc. Et j'ai tracé la ligne comme ça, je me suis dit je descends le long de la côte. J'avais envie, au-delà de juste voyager et surfer, aussi aller rencontrer un peu plus des modes de vie différents. Je pense que ça part d'une insatisfaction d'un modèle que je vois et que je vis. Ça part aussi de mots de personnes que j'écoute qui ont résonné, notamment Aurélien Barraud qui parle de crise poétique, Juan Branco qui parle de crise civilisationnelle et ce que je pourrais appeler crise spirituelle. Je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai rien regardé. J'ai fait aucune recherche pour l'instant. Et je me suis piégé pour être sûr de partir. Car si je ne change pas mon quotidien, comment puis-je espérer un autre demain ? La seule étape prévue, c'est la première. En tant que photographe bénévole au plus grand rassemblement de chamans du monde qui a lieu à Reims. Je suis donc parachuté à la rencontre des femmes et hommes médecines des 5 continents. Qu'est-ce qui réunit tous ces chamans, au-delà de leurs différences culturelles ? Les hommes médecine appelaient chacun un nom, les curanderos, les mudang en Corée, enfin peu importe. Tous ces hommes et femmes de médecine, les plus éveillés, les plus élevés étaient les plus saints. Ces communautés tous avaient les mêmes pratiques qu'on appelle chamaniques, c'est-à-dire elles honoraient la nature. On honorait les arbres, les plantes, les animaux, en fait toute la création. Et on considère dans les pratiques traditionnelles, et ça c'est général au niveau planétaire, c'est commun, c'est partagé par toutes les communautés, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. Et que le peuple des humains n'a pas un statut particulier de domination, comme on nous l'a fait croire dans la Bible, dans les religions, comme si on était les seuls à l'image de Dieu. D'abord, Dieu n'existe pas dans les traditions. Toute la création a la même origine, si vous voulez. On ne sait pas ce que c'est. Moi j'appelle ça le grand mystère, plutôt que de lui donner un nom. The road of drum is the same, and the road of shamanic stick, which we use in drum, is the same, which means people who choose the road of shaman must do help for people and for Mother Earth. Mais qu'est-ce qu'un chaman ? Les chamans, par définition, c'est celui qui ressent la nature, qui adore la nature. Notre but, c'est d'être
un avec le reste du monde hein, et éviter toutes sortes de fragmentation. C'est l'union avec le tout. Doisa watu sadisa Ompeve wisa doisa watu sadisa. Quelle est la place de l'art dans vos pratiques? L'art chante le beau, l'art amène le beau. Et tout le monde, quand on est en crise, c'est qu'on a quitté le beau. Ouais, en fait, ce titre, Vita vie bordel, c'est un peu comme un cri du cœur qui refuse de se taire. Quelque chose qui est vraiment profond dans mes tripes, qui m'a saisi et qui m'a suivi. J'en ai pas tout de suite eu l'idée d'en faire un titre, mais c'était l'élan, le moteur, l'étincelle, on va dire. Et ça faisait peut-être 10 ans que j'étais déjà bien en chemin sur ma quête de sens. Je suis allé faire des Vipassana, des teacher training pour devenir prof de tantra. Je me suis formé au coaching, en parallèle d'être vidéaste. Et il y avait en lame de fond quelque chose de très puissant en moi qui était attiré, aspiré par justement ce désir de comprendre un peu plus quel est mon rôle dans cette vie, mais aussi quel est notre rôle en tant qu'espèce au sein des autres espèces. Et au fur et à mesure, à force d'être en freelance, en vidéo, je me suis aussi un peu endormi et je me suis fait attraper par le confort qui, à un moment, est devenu inconfortable. Et donc, j'ai eu, à la fin de ma retraite de tantra, qui a duré 1 mois, j'ai réaperçu en fait ce champ des possibles et touché cette fréquence en moi qui disait « Non mais la vie m'appartient, c'est à moi de la saisir aussi et de me mettre en mouvement et de le garder, de le cultiver ». Comme s'il y avait eu beaucoup de changements énergétiques, aussi le fait de côtoyer une autre communauté pendant aussi longtemps qui m'a vraiment permis de déconditionner un peu le champ des possibles. Et à ce moment-là, en fait, j'ai fixé une date de départ et je savais pas du tout ce que j'allais faire et ce que j'allais vivre. Je savais pas que j'allais en faire un film. Vraiment, l'élan, c'était de dire il faut créer un moment déclencheur, en fait. Et de là, je fais confiance à la vie, je fais confiance au voyage. J'avais déjà beaucoup voyagé avant et aux rencontres et au mouvement, en fait. Moi, je pense qu'il y a une part en moi qui est encore très nomade, qui est ancrée dans nos gènes. Et je me définis un peu par cette citation qui dit « On est partagé entre l'arbre et la pirogue ». L'arbre, car il représente l'ancrage, les racines, le réseau, la stabilité, la certitude, qui est un de nos besoins fondamentaux en tant qu'humain, et la pirogue, qui navigue le long des fleuves pour rencontrer l'inconnu, la découverte, et du coup un peu rejoindre ce que tu disais Aurore sur un peu l'expansion de cet enfant qui a envie, tu disais s'approprier le monde, je sais pas si c'était le bon terme, mais c'est de découvrir, de se confronter, de questionner, d'assouvir une forme de curiosité insatiable, jusqu'à ce qu'on réalise que la pirogue est fabriquée grâce à l'arbre. Et alors quelque chose comme ça peut petit à petit émerger et une des choses qu'on a vu dans l'extrait de tout à l'heure là, c'est ce sentiment d'unité, ce sentiment que tout est relié, ce sentiment qu'il y a une fraternité, une sororité avec tout être et toute chose. Et lorsqu'on est dans cette conscience-là, on peut plus produire le type de séparation et de violence dont notre mental ordinaire a l'habitude et dont le spectacle de la société et de l'histoire en est trop souvent la preuve. Oui, c'est vrai que l'idée même de prendre soin, finalement, devient aussi maîtresse dans nos relations, dans notre rapport à la vie, à la nature, aux autres. C'est cette idée-là aussi que développent les chamans, quelque part.
Oui, et c'est assez étonnant parce que pendant longtemps, en tout cas pendant toute l'époque coloniale, l'Occident ayant le sentiment qu'avec sa science, elle était à la pointe du progrès et que les autres étaient sous-développés, en retard sur l'histoire. Donc il y avait un certain mépris. Et on voit bien aujourd'hui, c'est pas du tout un hasard que on se remette à écouter avec considération, avec attention, ce que ces trésors et ces richesses de conscience de ces peuples dits premiers ou voilà, de ces pratiques ancestrales. C'est pas du tout simplement un effet de mode, comme voudraient le dire certains. C'est pas du tout une simple. On peut pas balayer ça d'un revers de la main en disant oui, voilà, c'est le New Age. Ça aussi, c'est un discours que j'entends en particulier dans le monde intellectuel, parce que dire ça, c'est passer à côté de la vérité profonde qui demande à être entendue de la part de ces peuples. Je pense que nous vivons une époque de synthèse. On a vu les impasses de ce qu'était la société industrielle, de ce qu'était aussi la civilisation des Lumières, uniquement axée sur une rationalité un petit peu étriquée. Et donc, nous avons à redéployer à la fois tout le champ de nos facultés, au-delà de la raison discursive, l'intuition, l'imagination, et à la fois une relation à la vie et au monde et dont ces peuples premiers, ces chamans, peuvent être des sources d'inspiration pour nous. Voilà. Donc nous vivons une époque de synthèse pour moi parce que nous avons à la fois tiré le meilleur de la modernité, et il y a des choses qui ont de la valeur dans ce que la modernité a pu produire, et en même temps le meilleur des civilisations du passé. Aurore, je sais que le chant, la danse, c'est quelque chose de très important pour toi. On a entendu l'un des intervenants du film nous dire l'importance de recréer du beau en nous et dans le lien qui nous unit au monde. Euh, Pourquoi c'est si important que ça et ça veut dire quoi, recréer du beau? C'est rigolo que tu me poses cette question parce que ce qui m'a touchée juste avant, c'est quand tu as parlé aussi du prendre soin. Et j'ai la croyance qu'aujourd'hui, justement, il y a vraiment une invitation à prendre soin. Là, on parlait de prendre soin du vivant, mais ça passe d'abord aussi par prendre soin de soi, de toutes les parts en nous. Moi, je travaille beaucoup avec des inspirations de l'Internal Family System, tu sais, où c'est aller embrasser les parts de soi qu'on déteste, celles qu'on juge, la part perfectionniste, la part qui veut toujours plus. Et donc, de ramener cette compassion déjà et se prendre soin de soi à soi. Et pour moi, ça passe aussi par le prendre soin dans nos relations. Et pour répondre à ta question par rapport à la beauté, je pense que ça va avec cette idée qu'encore une fois, ça nous relie à quelque chose d'autre, ça va toucher un espace en nous. Peut-être qu'on a du mal à connecter quand c'est l'intellect qui prend tout le temps le dessus. Tu sais, dans nos vies, on a tous quand même un mécanisme dans notre système nerveux il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. On a tellement de conditionnements qui nous génèrent du stress, tu vois, de tout le temps penser à l'après, la productivité. On a tous maintenant presque un câblage naturel pour ça. Que je pense que ces espaces de beauté où en fait il n'y a rien à réussir, à part se laisser être, se laisser vivre. Je sais, Bastien, que ça te parlera aussi, la danse, parce qu'on se rencontre souvent dans des espaces de danse ensemble aussi. Et il y a quelque chose de l'ordre je sais pas si c'est vraiment plus grand, mais juste de reconnecter en fait à l'instant présent et à la joie d'être en vie et à la joie de sentir son corps et d'être en mouvement et de le vivre en plus en le connectant avec d'autres personnes. Encore une fois, ça ramène du sens, tu vois, le sujet de ce live, c'est le sens. Et je pense que ça parle de ça, la beauté de tous ces mondes artistiques qui sont créés. En tout cas, moi, je sais que quand je chante, ça me ramène à ma vérité, et à chaque fois, à chaque fin de concert ou chaque fin de cercle de chant, je me dis mais pourquoi on s'embête à ce point dans le reste de notre quotidien? Pourquoi on se fait des nœuds au cerveau et on se met autant de stress, alors qu'en fait, si on revient à l'essentiel, c'est tellement joyeux et tellement apaisant. C'est vrai que le chant et la danse, quelque part, portent un pouvoir guérisseur presque, finalement, parce que ça nous invite à lâcher prise, parce que ça nous invite à nous reconnecter au flux du vivant, et on chante et on ne danse pas assez. Ouais, et surtout que ça nous sort de cette idée de performance que j'ai nommée avant. Je pense qu'on est tellement basé sur réussir, échouer,
tu vois, il y a toujours cette quête de productivité et d'après, et de montrer un modèle et de structurer quelque chose dans nos vies, que tout de suite de se reconnecter à quelque chose où il n'y a rien à réussir, encore une fois comme un enfant, on en revient encore et toujours à ça, en fait c'est juste la joie d'être en vie, et tout le reste disparaît. On vit quand même dans une société où parfois on peut se sentir impuissant, asservi, les enfants blessés quelque part d'une société qui elle aussi est en souffrance. Comment justement retrouver de la beauté dans une société qui peut nous paraître parfois malade, et comment justement révéler cette joie, créer notre propre chemin justement dans un monde qui parfois nous rend malheureux. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est bien évidemment, c'est pas nouveau, hein, que l'histoire de l'humanité, cette vallée de larmes, de sang, de sueur, et donc il y a bien dans cette expérience d'incarnation, dans cette traversée de l'en bas, comme disait Maurice Bellay, une épreuve, l'épreuve de la malfaisance, de la violence. Déjà, la condition humaine n'est pas facile, mais à ceci se rajoute la violence des hommes. Et je dirais qu'il y a deux choses. C'est qu'à la fois, il s'agit dans cette situation existentielle qui est la nôtre, de se tourner vers la lumière à partir duquel nous jugeons justement du mal, de la souffrance et de la violence. C'est précisément parce que nous sommes portés par l'idée d'une justice, l'idée d'une bienveillance, de lumière, que nous sommes heurtés et blessés. Et donc, il s'agit d'abord de se concentrer là-dessus. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, il ne s'agit pas de fermer les yeux et d'ignorer les injustices ni la malfaisance, mais il s'agit de ne pas se laisser hypnotiser par elle. Le mal a quelque chose de fascinant, quelque chose d'être hypnotisant. Et il s'agit de ne pas se laisser fasciner par elle et devenir ce sort de spectateur impuissant face au mal. Et il s'agit au contraire de se tourner vers ce qui en nous a de la puissance d'agir dans la petite parcelle de vie qui nous est confiée. Et pour cela, essayer d'incarner exactement le contraire de ce que on dénonce ailleurs. C'est ça, je dirais, notre tâche. Et comme disait Lao Tse, ce n'est pas en maudissant les ténèbres qu'on fait jaillir la lumière. Et donc, il s'agit de se tourner vers ce qui, dans ce monde, est en même temps, sont des étincelles de lumière au dehors de nous, à travers ce que nous pouvons observer, et puis en nous. De ce point de vue-là, il y a quelque chose de ce point de vue qui est très toxique, de simplement s'alimenter des informations, des nouvelles qui sont en réalité les mauvaises nouvelles, alors qu'en réalité, il y a derrière un arbre qu'on abat, il y a une forêt qui pousse, et il s'agit d'avoir cette attention vers ce qui en même temps est merveilleux. C'est-à-dire qu'au fond, il y a deux, en grandissant, il y a deux expériences absolument contradictoires qu'on est amené à vivre. C'est à la fois, on se rend compte que la situation est pire que ce qu'on pensait. C'est beaucoup plus dramatique. Alors, on peut fermer les yeux, mais plus on ouvre les yeux, plus la fameuse pilule rouge de Matrix, puis il y a quelque chose qui est... Donc ça, c'est une part de la vérité qui nous était un peu cachée. Et puis de l'autre côté, c'est que la deuxième expérience, c'est que tout est beaucoup plus lumineux et merveilleux qu'on ne le pensait. Il n'y a pas de banalité. Il y a une merveille d'être là. Il y a une merveille de la vie. Il y a une merveille de chaque couleur, de chaque forme, de chaque. Et c'est cette deuxième partie qui nous sauvera de la première. Aurore. Ce film, Vis ta vie, bordel, c'est presque un rite de passage pour Bastien. On sait que les traditions de sagesse accordaient une place centrale justement au rite de passage et aux expériences transformatrices pour grandir, pour évoluer, pour se reconnecter justement au vivant. C'est quoi le pouvoir justement d'un rite de passage selon toi, et comment on peut en recréer justement dans nos vies ? Ta question, alors déjà j'étais très touchée par ce que vient de dire Reza sur les 2 prises de conscience. Là, ça me parle beaucoup, donc j'étais encore un peu dans le truc. Ta question me touche et me fait très plaisir aussi, parce que la notion de rituel, alors moi c'est plus le côté rituel que rite de passage qui me parle, mais en tout cas cette dimension du rituel, moi je la porte beaucoup et je la vis dans les constellations justement. Et donc, si je m'appuie là-dessus, ce qui est beau et ce que j'observe, c'est que ce que je nomme toujours au début des stages, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas traverser seul.
C'est vraiment ce que je dis à chaque fois. Et donc pour moi, tous ces rituels collectifs nous aident en fait à traverser parfois des deuils, des prises de conscience, des colères, des tristesses qu'on n'arrive pas à traverser seul, tellement on a besoin de ressources, tellement on a besoin de soutien en fait pour aller les vivre pleinement. Et c'est la beauté de pouvoir avoir des gens autour de nous qui se reconnaissent dans ce qu'on traverse, sur qui on peut s'appuyer quand on traverse aussi quelque chose comme ça. Tu as vécu, toi, ce type d'effondrement, du coup, Bastien, ces micro-deuils qu'on peut vivre ici et là durant nos aventures? Tu en as vécu durant ton reportage? J'en ai vécu plusieurs, oui, j'en ai vécu plusieurs à travers ma vie et à travers ce film. Et je voulais vraiment aussi rebondir sur les rites de passage. Et je pense que ça sera peut-être, enfin, c'est l'idée d'un prochain film. Est-ce que ça sera le prochain? Je sais pas. Mais pour moi, c'est clé. Et c'est dans les communautés des peuples premiers, c'était aussi une manière que la communauté avait de faire grandir l'enfant et lui donner une place, enfin, lui permettre de prendre sa place au sein du collectif. Et donc, il devenait plus responsable. Et pour moi, une des racines aussi qui est là et qui nous dirige dans cette civilisation qui est un peu mortifère, hein, si on peut le dire, c'est parce qu'il y a une immaturité individuelle et collective, et que parce qu'on n'a plus de rite de passage, on ne grandit plus. Et du coup, on est inconscient, incompétent, inconsistant, et on n'est pas capable d'assumer les rôles dans nos vies respectives, mais aussi en tant qu'espèce. C'est ces peuples qui nomment aussi ça, c'est de dire comment est-ce que on retrouve, enfin, on sort de la dynamique de droit sur la nature, qui est très extractiviste, et tout nous appartient, et comment on retrouve une relation d'obligation de prendre soin du vivant. Et les rites de passage que j'ai vécus, juste partir, créer un film, c'est un acte majeur. Pour moi, c'est un accouchement vraiment à la fois de ma vision du monde, de mon état d'être à ce monde et à la vie. Et donc juste ça, c'est une émancipation profonde du regard des gens, des conditionnements, parce que je l'ai fait vraiment dans cette idée de ne pas répondre forcément aux attentes que je pouvais avoir envers moi-même, que certains de mes cercles proches pourraient attendre de moi. Et c'est un peu l'énergie de ce bordel, dire comment on se sort de ça. Et je crois que c'est aussi ce qui fait l'énergie un peu particulière du film, qui crée une petite étincelle. On va regarder un deuxième extrait du film et on se retrouve juste après. Bercé par les chants et les sagesses ancestrales, je reprends la route. Leur art et leurs mots résonnent à travers tout mon être. Je suis parti depuis 10 jours et j'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour du monde et de moi-même. Ce petit bout de chair, cisgenre, blanc et cartésien, privilégié que je suis, vient d'être bousculé dans ses croyances. Je m'ouvre alors aux interdépendances de cette vie qui tend vers l'unité et je continue mon chemin pour aller rencontrer la diversité. Si j'avais un doute quant à la réalisation de ce documentaire, mes premières rencontres les dissipent un peu plus. Est-ce moi qui réalise ce film, ou lui qui permet de me réaliser? Quoi qu'il en soit, je m'accroche à cette essence qui fait vibrer mes sens. Ici, j'ai été touché par la quintessence, celle de la conscience, celle que la science peine à justifier, celle que la physique quantique débute seulement à élucider, celle sur laquelle les mystiques du monde entier se sont accordés. Cette culture animiste qui relie le visible et l'invisible, pour qui le silence dit l'indicible, cette présence au monde qui ne sépare pas l'humain de la nature, celle qui, dans l'harmonie, ne sait plus qui prend soin de qui, celle qui honore tout ce qui relie. Cette culture est inscrite en nous, c'est 99% de l'histoire de l'humanité. Dans la réalisation
réalisation en fait de ce documentaire, j'ai toujours une partie de moi qui essaie de me dire il faut que ça réponde à cette solution ou cette attente-là. Mais en faisant ça, je me mets des brides énormes et je m'empêche de faire ce que moi j'ai complètement envie de faire. Et d'interroger les gens sur justement Vie ta vie bordel et ce que ça leur inspire. C'est une claque que je me reprends à chaque fois qui me donne envie de rester connecté à l'intuition et à ce qui moi me fait vibrer. Ah oui, une dernière question. Oui. Moi, mon projet, ça s'appelle Vie ta vie bordel. Ah bah voilà, c'est parfait. Et qu'est-ce que ça t'inspire à vivre quand je te dis Vie ta vie bordel? Oui, alors voilà, ok. Mon très cher frère, vis ta vie bordel. Tu viens de me dire ça, mais c'est extraordinaire. Vis ta vie, bordel quoi. Hein, tout est dans la qualification. Contre les avis, contre ceux qui connaissent les vérités, ceux qui décident avec toi à ta place. Bordel quoi. Vis ta vie. Marche dans les traces de tes pas. Marche dans les traces de tes pas. Mais qu'est-ce que Patrick voulait dire par là? Marche dans les traces de tes pas. Le chemin serait-il déjà tracé, mon destin déjà scellé? Faudrait-il simplement permettre à la fluidité de s'exprimer? Parfois, j'ai l'étrange impression que, quoi que je fasse, peu importe où se pose mon regard, la vie m'emmène toujours dans le même sens. Comme un courant invisible que je ressens, mais sans le comprendre pleinement. Je garde alors cette phrase près de moi, comme une invitation puissante à avancer, à me délester de tout ce qui m'encombre, de toutes les oppressions qui retiennent encore mon élan. C'est comme l'amour finalement, toujours là, quelque part en nous, prêt à surgir dès que nous lui ouvrons la voie. Et peut-être que notre unique défi consiste simplement à ôter une à une ces couches qui nous empêchent de le ressentir pleinement. Pensez à la fin de ce direct à vous abonner si vous voulez profiter dès ce vendredi du film en intégralité. Vous allez voir, c'est un film qui fait du bien, qui donne de la joie. Vous allez sortir avec le baume au cœur, prêt à accomplir vos propres rêves. C'est un documentaire aussi qui nous invite à une forme de révolution humaine, spirituelle, et on a besoin de ce vent de fraîcheur pour imaginer non pas le monde de demain, ça c'est fini, mais le monde d'aujourd'hui. Reza, une question pour toi. C'est vrai que ce film, il nous questionne aussi sur notre rapport au monde, mais aussi notre rapport à la politique, à la démocratie, à tout un tas de sujets qui font notre société. On dit souvent que politique et spiritualité, justement, c'est pas facile à réconcilier. Qu'est-ce qu'on doit garder, justement, quand on veut être un être spirituel, incarné ici avec toutes ces valeurs dont on parle, quand on fait nos choix politiques, quand on s'engage au quotidien, sans tomber dans les clichés, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être vraiment utile dans ce monde? Alors, je dirais que cette notion de politique, on a souvent tendance à l'associer au monde politique, à l'engagement éventuellement dans un parti politique. Mais la politique, au sens originel du terme, c'est le sens du bien commun. Et c'est s'engager pour le bien commun. Et s'engager pour le bien commun, il y a certainement toutes sortes de choses à faire, hein, des actes à poser, et dans notre finitude. C'est-à-dire qu'on peut pas être partout, donc chacun en fonction de sa sensibilité, son histoire personnelle. Mais avant le faire, il y a l'être. C'est-à-dire quel être je propose à cette communauté auquel j'appartiens. Et c'est pour ça que faut pas opposer le travail de transformation personnelle et puis l'engagement dans le monde. Les deux vont de pair. C'est notre transformation personnelle est là pour rendre service au monde, et puis le fait de rendre service au monde va être le ferment aussi de notre croissance intérieure. Donc voilà, sortir de cette opposition-là. La deuxième élément, c'est de prendre en compte notre finitude, c'est-à-dire que il s'agit de ne pas prétendre être un Superman comme dans les films de nos super-héros, etc. d'enfance, et de comprendre que notre mission, notre tâche, notre vocation n'est pas forcément quelque chose qui est marketing, n'est pas forcément quelque chose qui est spectaculaire. Tout à l'heure, on parlait de réaliser ses rêves, etc. Mais
Le sens de la vie, c'est pas forcément gravir l'Himalaya ou faire quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans sa story, quoi. Ça peut être tout simplement prendre soin des plus fragiles, demeurer auprès de sa grand-mère. Voilà, c'est ça, c'est là que se joue parfois notre vocation. Et c'est pas quelque chose qui est médiatisable, ça relève pas forcément des réussites mondaines, ni forcément célèbres. Il y a plein de gens qui posent chaque jour des actes incroyables qui sont absolument pas médiatisés. Voilà. Donc et ça, c'est un engagement politique.